Donc on a le plaisir d'accueillir Antonia Birnbaum. On la remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Elle est enseignante à Paris 8, comme vous le savez certainement. Alors juste pour l'anecdote, je ne vais pas parler très longtemps. Quand on avait évoqué ensemble pour la première fois... Ça marche toujours ? Quand on avait évoqué ensemble pour la première fois la séance de ce soir, Antonia avait proposé de faire quelque chose sur le maoïsme. Je lui ai dit que c'était très très bien. Et ensuite, elle avait évoqué une deuxième possibilité qui aurait été d'interroger la catégorie de conséquences, donc faire quelque chose finalement qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, de questionner le titre même de notre séminaire. Et vous allez voir qu'elle a réussi finalement à combiner les deux. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Vous m'entendez ? Ça marche ? Ok. Oui, bonsoir. Donc, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à venir vous parler, et particulièrement donc Jean-Paul Gasparian. Et donc, il dit que j'ai réussi à mélanger les deux. Bon, j'en suis peut-être un peu moins sûre que lui, mais on va bien voir. Donc, je vais essayer. Alors, en fait, je voudrais d'abord poser un cadre assez large, dont je ne vais peut-être pas arriver à dire grand-chose, parce que j'avais trop de choses à vous dire, et ensuite essayer de ce cadre large, dégager un certain nombre d'enjeux dans un cadre restreint, et ce cadre restreint sera précisément un récit, je dirais plutôt un récit de la préhistoire du maoïsme en France. Alors, pour le cadre large, je voudrais commencer par distinguer deux rapports entre conséquences et matérialisme. Et pour les distinguer, je vais en fait m'appuyer sur deux adages de Marx. Le premier, que vous connaissez sans doute tous, puisqu'il est répété et parfois surrépété, c'est celui tiré des thèses sur Feuerbach, la 11e thèse sur Feuerbach. Jusqu'ici, on n'a fait qu'interpréter le monde. Il s'agit désormais de le transformer. Donc, premier adage. Et de ce premier adage, on peut dire qu'il investit le territoire de l'avenir, moyennant un projet de transformation qui entend incarner la pensée. L'attention est vers l'action. La volonté de l'atteindre est telle que très souvent les mots miment déjà le passage vers l'autre côté. Il y a dans cette phrase un volontarisme, mais surtout, il y a une sorte de tension vers l'accomplissement. C'est ce qui donnera plus tard, chez Marx, une dimension téléologique. Il est question d'une vie en avant d'elle-même, d'une vie en rapport avec son projet. C'est ce qui a donné, chez quelqu'un comme Sartre, par exemple, le projet perpétuel. Donc ici, matérialisme signifierait réaliser la pensée dans la matérialité du monde. Deuxième adage, ce serait justement chercher le rapport entre conséquence et matérialisme dans une autre direction, voire même dans la direction contraire à cette vie projetée en permanence au bout de la phrase. Je cite encore une fois Marx. Cette fois-ci, je tire l'adage de la préface au manuscrit économico-philosophique de 1844. Ce n'est pas la pensée qui détermine le réel, c'est le réel qui pousse à penser. Il y aurait là l'irruption d'une toute autre matérialité. Et je tiens à souligner que quand on dit « le réel pousse à penser », on n'est pas en train de dire ce qui a été repris dans le marxisme classique, à savoir les conditions d'existence déterminent la conscience. On est en train de dire quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire « le réel pousse à penser » ? Alors, je dirais que, en tout cas, ça marque le fait que la pensée est toujours en rapport avec quelque chose qu'elle n'est pas elle-même, un réel, et que ce réel est l'impulsion même de la pensée. Il y aurait donc un matérialisme d'une vie non pas en avant d'elle-même, liée à un projet, comme dans l'adage précédent, mais d'une vie en arrière d'elle-même. Cet impensable de la vie ferait de toute pensée le devenir de quelque chose qui ne pense pas.
ou encore la poussée brancherait la pensée sur ce qui de toute pensée est en deçà d'elle-même, dans les corps, les gestes, les choses, dans les processus de division que traverse la matérialité. Alors, je fais encore cette remarque philologique, le réel pousse à penser, et ça fonctionne assez bien dans la traduction française, puisque pousser, une poussée, c'est quand même aussi assez proche de ce qu'en psychanalyse on a appelé une pulsion, et c'est exactement le même mot en allemand. En allemand, c'est die Wirklichkeit treibt das Denken, et donc ça vient du mot treiben et du concept de Trieb. Donc, si vous voulez, dans tout ce que je vais traverser sur le maoïsme, je voudrais en fait quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce deuxième adage. Est-ce que ce n'est pas précisément ce deuxième adage que le maoïsme a réussi à mettre en exergue, alors qu'il a été largement ignoré dans le marxisme? Je ne sais jamais trop ce que ça veut dire, le marxisme classique, mais c'est une phrase trop commode et un peu stupide, je m'en excuse. Mais disons qu'en fait, il me semble qu'il y a eu les conditions d'existence déterminent la conscience, qu'on trouve aussi chez Marx d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire, on trouve beaucoup de choses chez Marx, mais il y a eu une mise en exergue de ce réel qui pousse à penser, aussi bien dans la psychanalyse, dans l'anthropologie, dans l'archéologie, dans nombre de pensées du XXe siècle, sur lesquelles et avec lesquels s'est inventé le maoïsme français. Et il me semble que la prise en compte de cette deuxième dimension peut réellement apporter quelque chose à la pensée de la politique. Alors, si je suppose maintenant, donc je vais effectivement à un moment donné vraiment resserrer sur la préhistoire du maoïsme français. Je ne fais pas quelque chose sur le maoïsme chinois, le maoïsme en général, le maoïsme de Solers, ce sera le maoïsme à l'ENS. Ce sera vraiment très restreint. C'est une action restreinte, comme dit Mallarmé. Mais supposons quand même que dans sa plus grande technicité, la question maoïste serait la suivante, ce serait de prendre les rapports de production et de reproduction sociale comme aspect principal de la contradiction capitaliste, plutôt que ce que ferait plutôt le léninisme, prendre les forces productives comme aspect principal de la contradiction capitaliste. Si c'est le cas, effectuer les conséquences en politique de cette contradiction, ça signifierait, en premier lieu, récuser les divisions entre savoir manuel et savoir intellectuel, ou entre les divisions sociales et les compartimentations de la division sociale du travail capitaliste. La politique, ce serait alors ce qu'élaborent les masses impliquées dans les processus de lutte, à même leur pratique, en les fomentant, en les confrontant entre eux et en les soutenant. Et d'une certaine manière, cette façon de déterminer la politique exigerait que l'expérience des luttes aurait toujours le primat sur la pérennisation d'une organisation. La faiblesse, par contre, des luttes dans cette perspective, ou leur capture idéologique par les classes dominantes, serait toujours due à la persistance ou à l'imposition de la division sociale du travail propre à la société capitaliste. En bref, ça signifie que l'intelligence de la politique est du côté du mouvement de masse et pas du côté de l'appareil, d'emblée. Et si c'est le cas, ça signifierait aussi que les fonctions de relais entre les pratiques politiques et le parti, en l'occurrence ici le Parti communiste chinois, deviennent un problème nouveau, central, là où finalement dans le léninisme, il pouvait, peu ou prou, être assimilé à des fonctions de commandement ou des fonctions de conjoncture, même si c'est aller un peu vite en besogne par rapport au léninisme. La conséquence, c'est ce qu'on a appelé la révolution culturelle. La conséquence, ce serait même, si on était absolument conséquent, puisque c'est censé être le titre de votre séminaire, ce serait même de demander si,
on prend au sérieux cette question d'une intelligence étant du côté du mouvement des masses, est-ce que ça ne pose pas la question de savoir si le concept d'avant-garde n'est pas lui-même à disqualifier, et à disqualifier au profit d'une auto-organisation des luttes. Alors, ce non-savoir nouveau quant au relais entre ce que pourrait être un parti, une organisation pérenne, etc., et un mouvement dont l'intelligence se construit à même les pratiques, ce dilemme a été un des dilemmes des maoïstes français. Et si on veut le formuler à la Lacan, on pourrait le formuler de la manière suivante. Peut-il y avoir nouage d'un effet de discours en une doctrine sans que le groupe de disciples issus de ce nouage l'emporte sur le discours? Est-ce que c'est l'expérience dont est chargé cet effet de discours qui peut l'emporter sur le groupe, ou est-ce que le groupe ne finit pas toujours par l'emporter sur le discours, au détriment, du coup, de l'expérience réelle du nouveau qui doit surgir, dit Mao, au détriment donc de la singularité, du risque, des écarts qu'appellent les effets de discours et d'expérience formulés au sein des pratiques elles-mêmes. Bon, si je vous dis ça, évidemment, vous allez me dire, la réponse est dans la question. Le groupe finit toujours par l'emporter. Et il bouche le trou du courage, des singularités, de l'angoisse. Bref, il bouche tous ceux dont est censé procéder le nouage et il empêche les processus de pensée qu'il est censé amplifier, permettre ou déclencher. Et d'une certaine manière, il nous resterait à ce moment-là, et je pourrais terminer mon exposé, et ce serait bien, il nous reste comme conclusion par rapport au maoïsme français, dire que ce que le maoïsme français a su faire, c'est construire une politique de la dissolution ou de l'autodissolution. Ce qui, après tout, bon, je vous ai emmené la lettre de la dissolution de l'école freudienne de Paris, mais je ne vais pas vous la lire, ce qui, après tout, ne serait pas finalement si peu. C'est ce que les maoïstes français appelaient le courage de ne pas durer. Et ce n'est pas rien. Alors, je vais essayer de le reformuler de manière plus simple. Si on admet que la politique est un processus de pensée collectif, la question qu'on se pose en permanence, c'est quelle traverse construire entre le singulier et le pluriel, quelle pérennisation de tel ou tel collectif organisé, de manière à ce que les logiques d'élaboration collective ne reconduisent pas une nouvelle fois le sacrifice du singulier au projet ou à l'autorité d'une raison qui se donne comme extérieure, finalement, à ces expériences. Comment agencer, du coup, ces frontières, ces passages, ces perméabilités, à même une collectivité qui se constitue dans la politique, ou qui veut se constituer dans la politique, sans reproduire les logiques hiérarchiques que ces connexions nouvelles et cette constitution prétendent abolir. Et c'est en fonction de ce problème que je voudrais interroger l'agencement des deux logiques de conséquences matérialistes que j'ai nommées tout à l'heure, transformer le réel d'un côté et le réel pousse à penser de l'autre. Il n'est pas certain qu'on puisse se passer de l'une ou de l'autre, la question étant alors quel type d'agencement s'invente entre ces deux moments. Et ce que je voudrais surtout pas, si vous voulez, c'est dire « Ah bah c'est simple, transformer le monde, ça c'est le projet du parti ou de l'avant-garde, ou ce qu'on veut, et le réel pousse à penser, ça tombe du côté des masses. » C'est surtout ça que je ne voudrais pas. Bon, après avoir donc placé un cadre, comme vous le voyez, quand même relativement large, je voudrais maintenant entrer dans le cadre restreint qui exposerait une préhistoire, comme j'ai dit, du maoïsme, à même l'althussérisme, et donc localisé très précisément à l'École normale supérieure d'Ulm, où nous avons le plaisir ce soir de ne pas être.
il s'agit donc moins, en ce qui me concerne, de recenser des groupements, même si je vais quand même être obligée d'en parler, mais bien d'essayer d'extraire les problématiques dont va procéder ou qui vont constituer cette préhistoire. Et ce que je vous propose, c'est finalement un tracé généalogique assez paradoxal, puisque la question, enfin, ce n'est pas moi qui vous propose ce paradoxe, c'est la situation française qui la propose. Comment le maoïsme peut-il être né d'avoir bousculé son contraire absolu? C'est-à-dire comment le maoïsme, si on accepte de manière relativement, enfin ça ne mange pas de pain, hein, que la conception maoïste du savoir est un concept d'un savoir trempé dans sa pratique, comment est-ce que cette conception maoïste, ou les groupements maoïstes qui s'en réclament, serait née de son contraire absolu, ce contraire absolu étant évidemment la pratique théorique telle que Althusser la comprend. Donc, en fait, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est depuis une autodissolution de la pratique théorique, les gens qui, finalement, la mettaient en œuvre, la pensaient, l'élaboraient, ont pensé ce qui l'a disloqué, l'ont peu à peu disloqué, et que dans cette dislocation, il y avait l'expérimentation possible, nouvelle, d'un savoir trempé dans la pratique. Et mon hypothèse est aussi que c'est précisément parce qu'on bascule là entre deux extrêmes que finalement le maoïsme français est peut-être, ou a été, enfin peut-être il l'est toujours, alors que bon, en 68 il ne s'est pas particulièrement distingué, comme on va le voir, hein, mais a été quand même, si vous voulez, peut-être le courant qui a le plus essayé de faire droit à cet énoncé « le réel pousse à penser ». Et que même les mouvements qui avaient au moins cette qualité d'être réellement impliqués dans le mai 68 étudiant s'en sont tenus à cet endroit-là beaucoup plus à une théorie du reflet. Les conditions d'existence déterminent la conscience, ce qui a donné lieu, y compris à des pensées tout à fait intéressantes, du vécu et du concret, mais qui, à mon sens, peut-être était moins radicalement une pensée nouvelle des rapports entre savoir et pratique que ce qui s'est passé dans ce maoïsme français. Alors, quand je vous dis ça, hein, quand je vous dis, bon voilà, qu'est-ce que c'est cette bascule ou cette dialectisation de ces extrêmes entre la pratique théorique telle qu'Althusser l'introduit et un savoir trempé dans la pratique, ce que je vais essayer de raconter là va se passer en grande partie, enfin même d'ailleurs exclusivement, dans la superstructure, hein, et qu'il ne s'agit pas ici d'assigner le mot pratique à ouvrier et le mot théorie à intellectuel. Je veux dire, il s'agit au contraire de faire revenir ce que j'ai dit sur le réel pousse à penser. Et le réel pousse à penser, ça ne dit pas seulement oui, voilà, le réel c'est chez les ouvriers et puis la pensée c'est chez quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors peut-être pour le dire très vite, alors que je prends déjà beaucoup trop de temps, mais si je reviens au concept de critique de Marx, ça voudrait dire par exemple que Marx tire sa capacité théorique même d'analyser ou de subvertir les lois capitalistes ou d'inclure la fin du capital dans son concept, très précisément à partir de ce qui n'entre pas dans la rationalité du capital. C'est-à-dire qu'il le tire à partir des pratiques de résistance, d'insubordination des opprimés, les problématisations de l'État telles celles inventées par les communards parisiens, ou ce que je veux dire encore une fois dans savoir trempé dans la pratique, c'est que pour ce Marx-là, le rapport de la science du capital au savoir des opprimés est déterminant. C'est-à-dire que la révolte n'est pas une prise de position ultérieure, après qu'on ait constaté ou établi une science du capital, mais au contraire, la révolte est la raison qui innerve et produit le tranchant de la pensée critique marxienne. C'est-à-dire que l'intelligibilité du capital n'est accessible que depuis les pratiques qui entendent détruire le capital. Donc c'est de ça que je parle. Alors, pour le faire, il me faut quand même restituer le paysage philosophique et politique sur fond duquel se découpe l'althussérisme. Je dis d'abord un certain nombre de points historiques. Qu'est-ce que c'est l'althussérisme ? L'althussérisme regroupe plusieurs phénomènes
ayant leur lieu pour la plupart dans la deuxième moitié des années 60. Ils font suite, ils ont lieu à l'intérieur du Parti communiste français, et ils font suite à une première rupture importante au sein de ce parti contre le vote des pouvoirs spéciaux en 1956 et pour le soutien au Front de libération nationale et à l'indépendance algérienne. Mais surtout, et c'est quand même essentiel de le rappeler, les logiques que je vais détailler et qui se déroulent tout au long des années 60 se caractérisent avant tout par leur totale absence de l'événement de mai 68, voire par leur condamnation de cet événement. Disons au moins de la dimension étudiante de cet événement qui se déroulera dans la séquence du 3 au 11 mai, avant qu'il y ait la grève générale de 9 millions d'ouvriers en France. Tout ceci est disqualifié comme un mouvement petit bourgeois par les althusériens. Et à cet égard, c'est bien l'appartenance de l'ensemble de ces logiques à l'instance qui les abrite et leur donne lieu, c'est-à-dire le Parti communiste français, qui donne le ton. C'est le Parti communiste français qui donne le ton. Et je voulais... excusez-moi, parce que j'ai des... Et ça vaut aussi, et je voudrais le dire aussi, pour la dimension théorique. C'est-à-dire qu'en mai 68, dans sa composante anti-autoritaire, et c'est bien celle qui a fait le mai 68 étudiant, eh bien, ce mai 68 étudiant a été marqué par les pensées de socialisme ou barbarie, Castoriadis, par l'anarchisme, par le situationnisme fortement, par les libertaires, par Henri Lefebvre, par le trotskisme, par le marxisme italien, mais certainement pas par le cercle d'Ulm. Tout le monde en a rien à faire du cercle d'Ulm. Et c'est logique, puisque le cercle d'Ulm dit que ce sont des petits bourgeois, et que ce mouvement est un mouvement petit bourgeois. Puisque la pratique théorique mise en œuvre par le cercle d'Ulm tient pour nulle et non avenue la relation à la rue du mouvement étudiant. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut rappeler, et je les rappelle aussi pour dire que quand finalement vous avez, dont je ne vais pas parler beaucoup parce que je pense qu'on a des choses plus intéressantes à faire, mais quand vous avez tous ces nouveaux philosophes qui disent « voilà, je reviens sur mon erreur fondamentale », bon, en fait, ils reviennent sur une erreur qu'ils n'ont même pas commise. Ils n'y ont pas été, donc ils n'ont pas commis l'erreur, mais c'est juste qu'après, ça leur permet de dire « voilà, le pouvoir a été partout, etc. » Bon. Alors, que font ces étudiants, donc ? Je parle plutôt des étudiants. Donc, dans les années 60, les étudiants du cercle d'Ulm, enfin je parle aussi d'Althusser, relisent Marx dans un espace théorique qui vont commencer par désencombrer de certains poncifs, en se mettant à distance du marxisme du Parti communiste français. Se fondent à ce moment-là les cahiers marxistes-léninistes, en 1964, dont va être issue la seule formation maoïste qui est fondée avant 1968 et qui est donc fondée en 1966, qui est nommée l'UGCML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, et qui est dirigée entre autres par Benny Lévy, Robert Linhart, Roland Castro, et qui dirige également les comités de base Vietnam. Donc en fait, voilà, là, il y a une rupture politique en 1965 avec le Parti communiste français. Et d'une certaine manière, l'UGC-ML sera dans les journées de mai, mais on verra comment. À côté, dans une veine plus exclusivement philosophique, on va dire, il y a les cahiers pour l'analyse autour du structuralisme, de la psychanalyse et de la formalisation mathématique, cahiers qui recouvrent les années 66 à 69. Alors, l'ensemble de ce mouvement, l'UGC-ML, les cahiers pour l'analyse, les cahiers marxistes-léninistes, pris dans sa complexité, puisque tous ces gens sont toujours en train de discuter ensemble, enfin réellement, ils sont dans le petit jardin, à l'ENS, etc., et donc ancré chez les étudiants normaliens. Et évidemment, il s'inscrit aussi dans un paysage encore plus large, qui est qu'il y a à ce moment-là le remous de la scission sino-soviétique qui travaille tout le monde communiste de ce moment-là. Le maoïsme, à ce moment-là, donc là je parle plutôt, disons, de première moitié des années 60, est appréhendé comme, par tout le monde, là pour le coup, ce n'est pas spécifique aux uns aux autres, comme ce qui sera
une nouvelle vague de masse mondiale d'un marxisme en rupture avec le révisionnisme soviétique. Et c'est aussi une des difficultés que nous, on peut avoir aujourd'hui à lire leurs textes, parce qu'évidemment, ce diagnostic ne s'est pas réalisé. Contrairement à ce qui s'est passé avec le léninisme, qui est effectivement devenu un mouvement mondial, le maoïsme n'est pas devenu un mouvement mondial. Et du coup, quand on lit leurs textes aujourd'hui, ça nous paraît souvent assez illisible à ce titre. Ça nous paraît aussi illisible pour un autre point, c'est qu'évidemment, le dégagement de la bureaucratie communiste révisionniste se réclame de Staline. Donc le maoïsme se réclame de Staline, le maoïsme est stalinien, et je veux dire, c'est un peu compliqué quand la GP, après 1968, a comme mot d'ordre principal de la révolte anti-autoritaire à la révolution prolétarienne et continue à être stalinienne. Donc ça reste difficilement, voilà, une contradiction, comme dirait l'autre. Alors, dans cette... je vous ai déjà dit que dans cette nébuleuse althussérienne, y compris l'UGC-ML, qui pourtant rompt politiquement avec le PCF, toutes les manifestations des étudiants et l'émergence du mai 68 étudiant dans les universités est donc caractérisée comme mouvement petit bourgeois. Alors, peut-être faut-il quand même dire 2-3 mots de ce mouvement petit bourgeois, donc, qui émerge principalement à Nanterre, à la Sorbonne et à Censier, enfin en tout cas à Paris, parce que moi aussi j'ai mon petit côté honnête, je pense qu'à Paris, je devrais suivre exactement ce qui se passe. Donc, et donc ce mouvement émerge d'abord de revendications étudiantes, mais très rapidement pour s'engager dans des formes d'action nouvelles, anti-autoritaires, qui cherchent à nouer les luttes des ouvriers à celles des étudiants. Et je donne peut-être quelques éléments, enfin, vous connaissez sans doute tout ça beaucoup mieux que moi, mais c'est un mouvement qui est évidemment amplifié par le fait qu'à un moment donné, le préfet Roche, le 3 mai, décide de fermer la Sorbonne, ce qui est quand même un cadeau qu'il a fait aux étudiants comme on en a rarement fait. Donc ça explose, il y a une amplitude sans précédent. Et une des questions de ce mouvement, sur lequel je vais me concentrer, cette question, c'est comment se rapporter au mouvement ouvrier. Question qui naît de ce qu'effectivement on refuse l'intégration au Parti communiste français, c'est-à-dire qu'on refuse l'union avec la classe ouvrière organisée par le biais des bureaucraties ouvrières, partidaires et syndicales. Il s'agit donc de construire un tiers-terme. Et le premier nom de ce tiers-terme, c'est d'abord la rue. Il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres. Et le Parti communiste français, évidemment, ne cesse de vouloir défaire ce lien. Néanmoins, le mouvement devient assez rapidement puissant et répond de manière assez convaincante, d'ailleurs, aux organisations et aux accusations du PCF, qui traite quand même le mouvement étudiant de mai 68 de chien-lit. Donc, je cite un tract du mouvement d'action universitaire de Nanterre. « C'est là qu'il n'est pas tolérable de voir le PCF se joindre à ses pires ennemis dans la dénonciation des fauteurs de désordre. Le rôle d'un parti communiste n'est pas de défendre l'ordre. Car il n'y a pas deux ordres dans la société capitaliste bourgeoise, il n'y en a qu'un, et c'est l'ordre capitaliste bourgeois. On ne peut pas à la fois être le parti de l'ordre et celui de la classe ouvrière. Ce qui ne veut pas dire que le désordre est un principe d'action politique. Bourgeois par ses origines, petit bourgeois dans ses attitudes de base, le mouvement de révolte étudiant du 3 mai ne pouvait pas ne pas commencer par commettre des erreurs. Mais elles sont le chemin d'une maturation politique fulgurante. Les barricades du 10 mai sont l'aboutissement de cette maturation. Donc, vous voyez que le MAU, et quasiment tout le monde à ce moment-là, s'exprime dans ce lexique marxiste, puisque eux-mêmes se caractérisent de petits bourgeois, mais qui, dans le mouvement, vont connaître une maturation politique fulgurante entre le 3 et le 10 mai. C'est vrai que c'est assez fulgurant, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui s'est passé. Et d'une certaine manière, juste pour revenir sur la situation, mais ça me paraît important, ce n'est qu'après les violents affrontements du 10 juin, à partir du 10 juin à l'usine Renault-Flin de Peugeot-Sochaux,
Et après la mort d'un jeune maoïste, Tautin, le 12 juin, puis après la dissolution de l'UGCML par le gouvernement, suite à ces affrontements, que va s'esquisser, donc vous voyez qu'on est bien après, un rapprochement entre ceux qui sont à ce moment-là les ex-althusériens, puisqu'ils ne sont plus althusériens, et les militants, notamment du 22 mars. Et je tiens à souligner que les militants du 22 mars étaient ceux qui étaient en fait directement impliqués dans les solidarités. Là, j'ai retrouvé un livre très très bien sur la grève à Flins, où vous pouvez voir que bon, en fait, c'est Gesmar principalement qui est allé là et qui a beaucoup. Enfin, c'est le groupe autour de Gesmar. Et bon, il y a aussi les maoïstes, l'UGCML. Mais en fait, c'est quand même principalement le mouvement étudiant qui a été à ce moment-là solidaire de ce qui s'est passé à Flins. Et il y a une vraie rencontre à ce moment-là. Donc en fait, le maoïsme, maintenant je n'ai pas encore fait la préhistoire, je vous dis, hop, le maoïsme est issu de l'althussérisme, et qu'après après 68, enfin après mai 68, il va se réinventer dans le sillage d'un mouvement étudiant auquel il n'a pas participé et qu'il a pourtant ébranlé. Se fonde alors la gauche prolétarienne en septembre 1968, se fonde aussi l'UCF-ML, plus tard l'OP, et le groupe tel quel devient lui aussi maoïste. Et le mot d'ordre le plus célèbre de cette réinvention, c'est précisément celui que je vous ai énoncé tout à l'heure, de la révolte anti-autoritaire à la lutte prolétarienne. Alors, premier paradoxe qui est frappant, c'est que ceux qui entendent désormais fusionner anti-autoritarisme, c'est toujours un peu compliqué, et lutte ouvrière, et les ex-althusériens vont jouer un rôle important dans cette suite, de 68 à 73, on va dire, alors même qu'ils avaient précisément mis en jeu, eux, l'autorité du savoir théorique, le savoir théorique de l'oppression contre la teneur anti-autoritaire des luttes de 68, contre les pratiques latérales entre ouvriers et étudiants, contre les formes multiples et indisciplinées de la contestation, bref, contre toutes les interrogations nouvelles des formes de la lutte politique. Quoi qu'il en soit, puisque l'ensemble des Ulmiens a raté l'événement, j'emploie le lexique lacanien, la question se pose alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce ratage? Alors, ce que les nouveaux philosophes ont fait de ce ratage, je vous renvoie aux divers textes qu'il y a dessus. Bon, il y a celui de Christine Ross qui montre ça très bien, il y en a plein d'autres, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, on sait ce qu'ils en ont fait. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est qu'il y a plusieurs vies ultérieures de ce ratage. Premier point, donc, l'association de philosophes comme Balibar, Rancière, Macheret, Badiou à l'événement de 68 relève, on l'a vu, d'un effet rétrospectif, puisqu'ils n'y ont pas participé. Et la question est, si justement on laisse de côté les nouveaux philosophes, que ce ratage appelle de leur part une élucidation. Puisque les ratages, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la pensée, et ça revient à mon énoncé 2, le réel pousse à penser, ça veut dire qu'il y a des ratages qui impulsent la pensée. Et donc, ils vont produire une pensée de la politique qui se construit un peu comme l'ombre portée d'un événement qui a d'abord été ignoré. Et il faut bien dire que ce que les Ulmiens ont raté dans 1968, ce n'est évidemment pas sa dimension de lutte des classes, c'est cette dimension anti-autoritaire. Le vocabulaire partagé à ce moment-là par toute pensée révolutionnaire était marxiste, on l'a vu dans le petit énoncé du mouvement d'action universitaire, dans le bout de tract que je vous ai cité plus haut, puisque eux-mêmes se caractérisent de petits bourgeois, c'est vraiment ce vocabulaire marxiste-là, mais les diverses luttes qui sont d'abord menées dans le cadre de ce vocabulaire donnent lieu à des pratiques nouvelles que ce vocabulaire ne permet plus de saisir. Or, pour s'en apercevoir, il faut quand même être des luttes, ce qui n'est pas le cas des althusériens. Alors, évidemment, la plupart préfèrent rapidement les orages de la politique à ce que Althusser appelle le recul que procure la théorie althussérienne.
Mais parmi ceux qui rejoignent ces orages, ils ne sont pas nombreux à sentir la nécessité de formuler explicitement le problème de ce ratage. C'est ce qu'en marxisme on appelle bilan. Il y a bilan et perspective. Là, c'est bilan. Et le problème qui s'énonce alors est celui d'une mise à l'épreuve. Si vous essayez d'analyser ce ratage, c'est qu'est-ce qui fait que l'autorité de la théorie est mise à l'épreuve, ou de la supposée pratique théorique, par les formes de savoir qui se constituent dans les luttes elles-mêmes. Comment, dans quel site, s'agencent les processus de pensée de la politique, quelles rencontres, quelles circulations s'établissent, notamment entre ceux qui étudient et ceux qui travaillent. Alors, les deux formulations les plus marquantes de cette inquiétude, quel est ce ratage, comment le ressaisir, sont celles de Jacques Rancière et de Guy Lardreau. Et elles se trouvent dans deux livres qu'on peut dire des livres parallèles. Le premier date de 1973, il s'appelle « Le singe d'or, essai sur le concept d'étape dans le marxisme ». Et le deuxième s'appelle « La leçon d'Althusser ». Et les deux, me semble-t-il, sont des livres à inclination maoïste. Peut-être c'est plus clair dans le premier, mais c'est vrai aussi de la leçon d'Althusser. C'est un livre maoïste. D'ailleurs, dans sa préface rétrospective, Rancière l'admet. Alors, dans leur sillage et dans la même ligne, on peut nommer également le livre d'Alain Badiou et de François Balmès qui s'appelle « De l'idéologie » et qui, lui, paraît 2 ans plus tard, en 1976. Alors, le singe d'or et la leçon d'Althusser, me semble-t-il, ont en commun une tentative de reformuler le marxisme au diapason de ce que j'ai envie d'appeler deux énoncés pratiques et demi. Premier énoncé pratique, on a raison de se révolter. Deuxième énoncé pratique, les ouvriers n'ont pas besoin de notre science, mais de notre révolte. Alors pourquoi je dis 2 énoncés et demi, puisque je viens de vous lire 2 énoncés? Et demi, parce que, d'ailleurs, j'ai très mal calculé mon coût. En fait, c'est 1 énoncé et demi. C'est-à-dire que le deuxième énoncé, il est soutenu à moitié, et même pas à moitié, peut-être au quart. C'est-à-dire que le deuxième énoncé, les ouvriers n'ont pas besoin de notre science, mais de notre révolte, reste extrêmement ténu. Tour à tour, il essaye de se penser, de se pratiquer, et puis de nouveau, il se confond avec une autre exigence qui vient le recouvrir, celle que les étudiants se mettent au service du peuple. Et là encore, je vais vous donner une occurrence pour vous montrer le problème. Donc, je pars d'un tract du 4 mai 1968 de l'UGC-ML. Et donc, il s'agit en fait d'un tract qui distribue au moment où il y a une réunion de toutes les organisations à la mutualité, le soir du 9 mai. Et dans ce tract, ils écrivent, je cite simplement ça, « Les étudiants doivent se mettre au service des travailleurs, force principale de la révolution ». Et à la mutualité, donc il y a la JCR, l'UNEF, le 22 mars, le MAHU, des comités de base, les CAL, toutes les organisations sont là. Et en fait, l'UGC-ML dit, voilà, non, on ne peut pas décider qu'on va faire quelque chose d'énorme demain pour affronter les forces de l'ordre, parce qu'il faut d'abord aller voir les travailleurs. Alors, évidemment, les autres organisations leur disent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous aller voir les travailleurs, puisque pour l'instant, il ne s'agit pas d'aller voir les bureaucraties qui les représentent, et ça, vous en êtes bien d'accord. Et nous, on vous dit qu'au contraire, on va affronter les forces de l'ordre, et ça va produire un effet déclencheur. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que ces autres organisations sont plus maoïstes que les maoïstes, puisqu'ils ont compris, tel que Mao le dit dans de la contradiction, que l'aspect principal d'une contradiction peut à un moment donné venir se loger dans la superstructure ou ailleurs que là on pense, et que c'est affaire de conjoncture. En tout cas, l'UGC-ML dit non, 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 il ne faut pas qu'on fasse cette grande manifestation, il faut qu'on aille voir les travailleurs. Les autres leur disent fermez votre gueule, on va faire une grande manifestation. Ils font une grande manifestation et ensuite ça a effectivement l'effet déclencheur qu'ils espéraient. Donc, vous voyez que se mettre au service des travailleurs, ça peut poser pas mal de problèmes.
Alors, vous allez me dire, quand même, jusque-là, ça fait quand même déjà 38 minutes que je vous parlais, et donc c'est grave parce que je vais parler peut-être un peu trop longtemps, mais vous m'arrêterez. Ce genre de phrase est horrible, je déteste les gens qui ne savent pas calculer leur temps, donc je m'arrêterai moi-même. Mais vous allez me dire, bon, en fait, en gros, dans toute votre histoire, on se demande vraiment ce qu'il y a d'intéressant dans le maoïsme. Hein, parce que si c'est ça qui raconte à la mutualité, s'ils se tiennent éloignés des événements, si, bon, ils disent la révolte anti-autoritaire, mais finalement, ils n'y participent pas, quel intérêt? Où est l'intérêt? Eh bien, je pense que l'intérêt, que je vais essayer de déplier maintenant avec le peu de temps qui me reste, serait précisément dans cet étrange énoncé, ou dans ce rapport à la science, hein, puisque qu'est-ce qu'ils en font de cet énoncé? Les ouvriers n'ont pas besoin de notre science, mais de notre révolte. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et c'est peut-être pour dire que le questionnement par la révolte, ou la manière dont la révolte, dans le champ du savoir, peut fissurer la science, ça a été la question intéressante qui a donné naissance au maoïsme dans cet espace restreint qui est l'école normale ou le cercle d'Ulm. Hein, c'est comme si le dehors revenait par dedans par cette question. Hein. C'est ça que je voudrais essayer de montrer maintenant. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'en fait, là où ils sont intéressants, c'est qu'ils arrivent à critiquer les conditions de production et de transmission du savoir dans les antres du mandarinat, qui est après tout l'ENS. Et plus précisément, ils arrivent à critiquer la production et la transmission qu'eux-mêmes ont mis en place. Hein, ça va vraiment être un mouvement d'autodissolution, hein, puisque tout ce groupe d'étudiants finalement, ont été, sous la houlette d'Althusser, ont été ceux qui ont mis en place la pratique théorique. Hein. Donc c'est aussi eux qui vont la disloquer. Et mon hypothèse, et je voudrais quand même appuyer ça, parce que parfois, quand on voit les gens parler d'Althusser, on se demande vraiment de quoi ils parlent, hein, c'est la dislocation de la pratique théorique depuis l'intérieur d'elle-même, qui est la préhistoire du maoïsme. Ce n'est pas la pratique théorique qui est la préhistoire du maoïsme, c'est la critique de la pratique théorique qui est l'histoire du maoïsme. Alors dans cette analyse critique, où il va y avoir une rupture par les ulmiens avec leurs propres prémices, la pratique théorique va apparaître pour ce qu'elle est, comme jouant à la fois de l'autorité universitaire et de l'autorité militante du Parti communiste français. Alors maintenant, je vais finalement vous dire, voilà, je vais vous montrer que la pratique théorique a été mise en place par Althusser et par les autres, hein, quand même, pour un certain nombre d'effets prévus, tactiques et stratégiques qu'ils poursuivaient. Et elle a produit un effet imprévu. C'est celui-là qui m'intéresse, mais je traverse d'abord les effets prévus. Alors, l'althussérisme, on va dire, décrit un croisement instable, hein, aux prises avec des rationalités contradictoires. Il y a celle du parti de masse révisionniste, qui est alors le Parti communiste français, et il y a celle du mandarinat, qui constitue alors la logique institutionnelle universitaire. Et ce croisement, Althusser va d'abord le concevoir, et ça c'est vraiment Althusser, comme une manière de les combiner, de les jouer l'un contre l'autre, jusqu'à ce que finalement les contraintes réelles exercées par la conjoncture politique de 1968 va détraquer cette machine stratégique. Et ces multiples détraquements, on va le voir, produisent aussi des effets imprévus. C'est cela qui m'intéresse. Un espace d'interrogation nouvelle. Et cet espace d'interrogation nouvelle est peut-être celui où la question de savoir comment des pratiques de savoir peuvent sortir du discours universitaire se pose. Alors, je ne vais pas restituer un déroulé chronologique des effets prévus, je vais plutôt nommer la multiplicité des voies que génère le théoricisme althussérien, et je vais les appeler la bulle althussérienne. Je ne sais pas si vous avez lu Sloterdijk, il y a tout le temps des bulles partout, mais c'est comme une bulle de savon qui, à un moment donné, va éclater sous la pression des événements, mais à l'intérieur de cette bulle, différentes tensions vont commencer à se construire. Et l'éclatement de la bulle va s'appeler maoïsme. Alors, je vais d'abord distinguer plusieurs éléments à même cet écheveau étrange de pratique théorique.
D'abord, comme la pratique théorique, vous le savez, est censée être en retrait de la politique, et on peut dire que d'abord, c'est une politique althussérienne qui ne dit pas son nom. Et on en voit, alors ça c'est vraiment juste l'aspect crétin, mais je ne résiste pas à vous le lire quand même, on en voit le crétinisme, mais le crétinisme, hein, dans un texte qui est quand même publié dans l'Humanité le 15 juin 1968 et qui s'appelle « À propos du pouvoir étudiant ». C'est donc un texte écrit par Louis Althusser. Non mais il faut vous tenir là. Donc, on lit dans ce texte, je le cite, « Un étudiant au niveau du premier ou du second cycle, ne peut pas juger la valeur scientifique d'un professeur. Il peut et doit naturellement critiquer éventuellement sa technique dans la transmission du savoir. Mais là doit s'arrêter sa critique. Seuls les étudiants en thèse peuvent parfois commencer à discuter des contenus. » Fin de citation. Alors bon, de temps en temps, il le mérite, mais en même temps, évidemment, Althusser n'est pas réductible à ce crétinisme. Hein. Donc, on peut évidemment aussi distinguer quelque chose de plus consistant politiquement. Hein. Et il me semble que la première stratégie de soustraire le théorique à la politique, ou ce que Althusser appelle le détour par la théorie, en tout cas au début des années 60, a d'abord l'avantage, pour Althusser et pour d'autres, de placer la philosophie hors du contrôle du parti. Et ce premier effet va se redoubler en un second. Il fait du discours universitaire, qui est alors mandarinal, l'instance surplombante d'une critique scientifique de l'idéologie qui habite toutes les pratiques sociales. Les pratiques sociales sont dans l'erreur, nous dit Althusser. Elles sont dans l'erreur parce qu'elles sont des pratiques, parce qu'elles sont prises dans le combat et piégées par l'humanisme du combat. Et donc, seule une critique scientifique de l'idéologie peut produire une intelligibilité de la situation. Ce savoir en surplomb va donc servir, et là il a un usage politique, à disqualifier la fausseté des savoirs issus de la contestation elle-même. Et l'althusérisme, qui se veut en retrait de la politique, se charge par là même d'une politique bien précise, agonir tous les démêlés étudiants avec les logiques mandarinales et les disqualifier. CF, le crétinisme que je vous ai lu plus haut. Mais Althusser, en instruisant cet écart entre la politique et la théorie, l'investit stratégiquement de différentes manières. Puisque ne plus fonder en théorie la politique du parti, va produire un usage de l'ajournement dont le Parti communiste français va tirer profit. Althusser dit on ne va plus contester la politique du parti, on ne va même plus s'en mêler. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est réellement d'établir la rigueur théorique des problèmes. D'où le retrait du théorique. Il faut qu'on établisse les problèmes. Et donc, on est en retrait par rapport à la politique. Et donc, on peut espérer restaurer l'autorité théorique de Marx, au moins auprès des intellectuels, puisqu'on n'est pas occupé, au moins dans l'espace savant, puisqu'on ne va pas être occupé à défendre la politique assez indéfendable à ce moment-là du parti. Et on pourrait dire qu'alors que la polémique sino-soviétique fait rage, Althusser gagne du temps pour le parti. Il suppose l'intérêt à long terme, pour lui, c'est de produire une rationalité liée à la science et de la produire comme lutte contre les effets de dissolution qu'a la politique immédiate du même parti, qui est le Parti communiste français. Je ne cite qu'une date, 1965, où quand même le Parti communiste français appelle à voter pour Mitterrand. Je veux dire, Mitterrand, à cette époque-là, ce n'est pas le gentil bonhomme qu'on croit aujourd'hui. Mitterrand est un des artisans de la guerre contre l'Algérie et en 1965, personne ne l'ignore. Donc, je veux dire, un Parti communiste français qui appelle à voter pour Mitterrand, je veux dire, là, on a envie de dire, vous avez quand même beaucoup eu de courage pour durer, les althussériens, parce que même la JCR, donc les trotskistes, sont sortis de l'Union des étudiants communistes exactement à ce propos. Donc, la pratique théorique produit une sorte de sas temporel qui recèle simultanément le projet althussérien de régénérer le parti, de restaurer théoriquement le marxisme mandarinal contre son glissement vers l'humanisme, mais il recèle aussi une sorte de défense paradoxale de la ligne existante. Paradoxale en ce qu'elle s'abstient d'y faire quelque objection que ce soit.
y compris quand il s'agit d'appeler à voter pour Mitterrand, comme je l'ai dit. Du point de vue d'Althusser, la pratique théorique correspond à une volonté de substituer à la pratique des masses la rigueur de la science acquise dans l'espace théorique, qui elle seule va être apte à trouver par en haut une solution à la crise révisionniste du marxisme. Ce révisionnisme, quant à lui, est précisément imputé aux masses elles-mêmes et par extension aux étudiants, les masses étant toujours prisonnières de leur implication dans le combat. Elles ne peuvent saisir les enjeux que de manière déformée, subjective et donc humaniste. Ainsi, l'autonomie de la théorie se substitue à l'autonomie des masses, donnant la solution des penseurs, c'est un platonisme si vous voulez, là où le mouvement réel ne semble en présenter aucun. Et le dispositif politique de ce qui s'appelle la pratique théorique, qui prétend ne pas en avoir, se présente comme suit. Suspension du jugement quant au fondement de la politique du parti, soutien des positions politiques mais sans jamais les justifier, exigence du travail théorique dans son autonomie, ayant pour lieu la structure mandarinale de l'université, celle-là même qui à ce moment-là est rudoyée ou subvertie par le mouvement étudiant. Alors j'en viens maintenant aux effets imprévus. Ça c'est les effets prévus, la stratégie. Gagner du temps pour le parti, régénérer le parti par la rigueur scientifique de la théorie. Mais bon, donc il y a une chicane supplémentaire, si vous voulez, une possibilité autre surgit là où précisément Althusser, et y compris le cercle des althussériens, croient réinvestir l'autorité de la science. Alors premier point, c'est que ce retrait ou cette pratique théorique prône la lecture des textes plutôt que l'adhésion à la ligne. Et c'est quand même, aujourd'hui, si vous allez me dire, mais c'est d'une grande évidence, ben non, ce n'est pas d'une grande évidence, parce qu'à ce moment-là, on ne lisait pas Marx. On adhérait à la ligne politique du parti, on ne lisait pas Marx. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on ne lit pas beaucoup non plus. Mais donc à l'époque, en tout cas, Marx, on n'avait pas besoin de le lire parce qu'on avait une ligne. Et donc, en fait, ce retrait théorique va produire un rapport direct à la matérialité des textes. Et elle va réinventer quelque chose qui n'existe pas beaucoup dans la tradition universitaire française, à savoir une herméneutique sauvage. Alors que, justement, l'herméneutique est une tradition assez absente de la philosophie universitaire française. Et c'est précisément quand on fait entrer une tradition du dehors qu'elle peut être chargée d'un peu de subversion. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire, premièrement, le rapport au texte n'est plus lié à l'autorité d'un mandarin, qui se porterait garant de son sens, et la lecture des textes permet de se diffracter selon les circulations imprévues de la lettre. C'est-à-dire que tout d'un coup, la lecture se trouve projetée dans un espace errant. Alors, je le précise parce que en France, souvent, on associe l'herméneutique à l'art de comprendre ou à Ricoeur, un art de comprendre qui se résumerait à trouver le sens d'un texte. Mais quand je dis ici herméneutique sauvage, je rappelle la première naissance, même si, bon, par ailleurs, il devient aussi assez réactionnaire par la suite, mais la première naissance de l'herméneutique, c'est celle qui est mise en place par Luther et qui propose à tous et tout un chacun, par un travail matériel de traduction de la Bible, de lire la Bible pour donner aux croyants des moyens contre le dogme catholique. Donc, il y a une dimension matérialiste dans l'élément philologique, et chacun est tenu de se confronter au texte de la Bible. Le texte, en gros, n'a pas écrit sur son front ce qu'il veut dire. Il n'y a personne qui peut vous aider à le déchiffrer. C'est votre chemin dans le maquis des mots. Et je pense que c'est ça qui donne tout son sens au titre de l'ouvrage « Lire le Capital ». C'est ça que ça veut dire, lire le Capital. C'est quand même un drôle de titre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ils mettent « lire le Capital » ? Et du coup, je m'en fiche du temps, je continue. Mais c'est assez intéressant quand même parce qu'il y a des althussériens allemands, vous savez, il y a des althussériens partout. Et donc, en fait, actuellement, il y a un althussérien allemand qui vient de publier un livre, enfin, il ne vient pas de le publier, il l'a publié un certain temps, mais il vient d'être traduit aux éditions Smolny en France, qui s'appelle « Comment lire le Capital ».
C'est quelqu'un qui s'appelle Michael Heinrich, je ne sais pas si vous le connaissez. Et je veux dire, il y a quand même un aspect qui, par ailleurs, est un livre didactique très bien, mais il vous dit comment lire le Capital. Alors que l'enjeu de lire le Capital, c'était précisément d'enlever comment. Sans parler du fait que, bon, c'est vrai que quand même, Althusser, on peut au moins lui reconnaître, il y avait le PCF, il y avait le mandarinat. Enfin là, franchement, en Allemagne, on ne voit pas très bien qu'est-ce que c'est le retrait du théorique par rapport à la politique, puisque c'est déjà fait. Alors, donc ce foyer du retrait théorique, qui est censé réinstaurer le pouvoir objectif de la science, donne donc lieu à un travail de pensée qui peut saper les bases hiérarchiques, parce qu'il rend la lecture à son imprévisibilité, et qu'il permet d'éprouver les savoirs matériellement. Il permet de poser une nouvelle fois dans la pratique même des textes le problème des rapports entre travail intellectuel et transformation du monde. Et je pense que la force de ce point-là, c'est qu'il y a une telle disjonction à cet endroit-là entre qu'est-ce que c'est le travail intellectuel et qu'est-ce que c'est la transformation du monde, que ce qui est gagné, y compris par rapport au marxisme, on va dire, italien ou d'autres marxismes qui ont eu lieu pendant le mouvement de 68, c'est précisément qu'en fait, ici, on n'est plus dans une théorie du reflet et on n'est plus dans une théorie du vécu. C'est plus à partir du vécu, c'est à partir de croisements et de connexions hétérogènes entre les savoirs et les pratiques que peut se remanier ou se repenser le travail ou l'agencement non hiérarchique de l'intellectuel et du matériel. Ça se passe ici, évidemment aussi, mais bon, ça c'est peut-être moins décisif pour nous aujourd'hui, hors du postulat du compagnon de route, qui était quand même le premier ennemi d'Althusser. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît moins décisif pour nous, mais c'est peut-être intéressant de le marquer. Donc cette insistance sur l'acte de pensée produit ou marque de façon imprévue une dissemblance possible des savoirs pratiqués avec le savoir magistralement enseigné. Et il me semble qu'il faut quand même rendre à Althusser, je pense, enfin en tout cas ce qui me concerne, qui ne suis pas une althusérienne, comme vous avez pu le remarquer, une de ses plus belles phrases qui est tirée, et qui est très célèbre, vous allez tout de suite la reconnaître, mais qui est tirée donc de la préface à Lire le Capital, et qui, à mon sens, dit ce qu'il y avait de fort ici, et ce qu'il y a de préhistoire du maoïsme ici, aussi paradoxal que cela puisse sembler, aussi paradoxal que puisse sembler ce mot, nous pouvons avancer que, dans l'histoire de la culture humaine, notre temps risque d'apparaître un jour comme marqué par l'épreuve la plus dramatique et la plus laborieuse qui soit, la découverte et l'apprentissage du sens des gestes les plus simples de l'existence. Voir, écouter, parler, lire. Ces gestes qui mettent les hommes en rapport avec leurs œuvres et ces œuvres retournées en leur gorge que sont leurs absences d'œuvres. Alors, dans les méandres que traverse l'althussérisme, cette chicane supplémentaire, cette inquiétude nouvelle quant à la logique du savoir, à mon sens, a quelque chose d'un détail explosif ou vertigineux, puisqu'il menace de rendre caduque la logique en surplomb du retrait théorique, parce qu'il contraint à agencer rupture politique et rupture théorique au lieu d'une connexion hétérogène, hasardeuse, contingente, selon une recomposition désordonnée des rapports entre pratique et savoir. Et vous voyez bien que là, on est sorti du léninisme, mais vraiment. Le détraquement stratégique de l'allégeance au parti qu'avait mis en place Althusser est en quelque sorte pris de vitesse. Il est entraîné dans une spirale qui en déborde la visée stratégique. Il tend à détraquer aussi bien les assignations magistrales, universitaires, que celles du militantisme. Ça, c'est ce que j'appelle le noyau de la préhistoire du maoïsme. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui quand on voit que, d'une certaine manière, à partir du moment où l'étrangeté du texte marxien a été ici pris en charge, il a réellement pu être mis à l'épreuve d'autres déplacements théoriques, notamment ceux initiés par la psychanalyse lacanienne, par exemple. Et dans la durée,
me semble-t-il en tout cas, ces gestes et leur mise en commun dans un travail collectif ont donné lieu, peut-être la préhistoire du maoïsme a juste montré qu'il y avait quelque chose de philosophiquement fort dans cette politique-là des savoirs, à une effervescence philosophique qu'on retrouve quand même pas beaucoup dans d'autres pays européens et qui se diffracte dans l'espace français après 1968, au moins jusqu'au début des années 80. Disons, ça s'arrête avec l'élection de Mitterrand, quelque chose comme ça. En tout cas, une certaine attention à la pensée, au texte, aux lectures obliques que leur matérialité rend possible. Alors vous allez me dire, mais là, vous dégagez une force philosophique du maoïsme, mais est-ce que vous la dégagez hors de sa force directement politique ? J'ai quand même envie de dire, je ne sais pas, c'est peut-être aussi l'objet de la discussion qu'on pourrait avoir, j'ai quand même envie de dire qu'il me semble que cette dissociation est radicale entre le fait de dire que tout d'un coup, le rapport entre un savoir et une pratique devient le lieu d'une connexion à penser. Il me semble que ça, c'est un gain pour la politique. Et qu'en tout cas, ça nous a réellement sorti de la question du reflet. Et on en parlait avec Jean-Paul un moment il y a quelques semaines. C'est exactement l'endroit aussi où le prestige du nom ouvrier va se dissocier de celui de prolétaire. Donc, où un certain nombre de pratiques qu'on essaye d'avoir aujourd'hui vont aussi pouvoir naître. Alors, je voudrais dire quand même qu'il y a un effet, et je vais finir là-dessus, direct, moins pertinent, voire même contraire, et qui étouffe cette énergie libérée. Et bon, d'un point de vue philosophique, mais c'est peut-être pas ce qui nous intéresse tellement ici, cette limite va être le fait que, on a une étrangeté du capital ou une étrangeté de Marx qui est relancée, qui est remise à disposition, si je puis dire, qui est rouverte, mais en même temps, évidemment, même lire le Capital va immédiatement réintroduire une coupure épistémologique entre un Marx de la science et un Marx métaphysique, anthropologique, enfin tous les autres Marx. Et d'une certaine manière, ça va contribuer à désintéresser tout le monde du second. Du coup, l'étrangeté de la sortie de la philosophie par Marx, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est que là, on rejoue l'étrangeté de la sortie de la philosophie par Marx de manière autre qu'il faut réaliser un projet, etc. Donc c'est vraiment fort. Mais d'une certaine manière, elle est résolue avant même que de pouvoir être réellement problématisée. Et ça va avoir aussi des effets. D'abord, je voudrais dire que c'est quand même quelque chose qui arrange bien les marxistes du cercle d'Ulm, et c'est quand même un problème. Et cette idéologie leur convient. Et je pense qu'il faudrait aussi dire que finalement, du coup, le maoïsme n'est pas si éloigné, et c'est quand même un problème, et j'aimerais bien qu'on le discute un jour, n'est pas si éloigné de l'althussérisme, quand même. Un jour, il faudra quand même aussi dire que ce n'est pas qu'une rupture. Et que, d'une certaine manière, ce qui se donne là, c'est une sorte de despotisme éclairé, voire une sorte de platonisme redimensionné à l'échelle des partis communistes. Si vous voulez, Althusser nous dit, voilà, la théorie, il va falloir faire la lutte des classes dans la théorie. Elle est conçue selon son effet d'éducation des puissants et selon l'effet de police exercé à l'égard de tout désordre. C'est-à-dire que jamais les savoirs ne sont interrogés quant à leurs effets de pouvoir. Pour ça, il faudra attendre un monsieur qui s'appelle Michel Foucault. Et en fait, ils sont toujours interrogés au regard de leur rationalité ou de leur délire. Et puisque, justement, les masses sont, par leur combat même, inclus dans le subjectivisme, le partage entre un discours juste ou vrai, qui tiendrait du domaine de la philosophie, et des discours faux, ne peut pas être questionné. Alors vous allez me dire, ça c'est l'althussérisme. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le maoïsme ? On va voir le pas suivant. S'il s'avère, ce qui va finir par être le cas, que les chefs du Parti communiste, finalement, on a quand même du mal à les rééduquer. Et on voit bien que, je veux dire, quand même, Louis Althusser finit avec Waldeck-Rochet, c'est vous dire. Si donc, finalement, les philosophes ne peuvent plus conseiller les rois du Parti communiste, alors, comme le veut la République de Platon, il faudra que les philosophes deviennent chefs de parti. Et c'est exactement ce que font Robert Linhart et quelques autres,
qui quitte le Parti communiste pour fonder l'UGCML en 1968. Et quand bien même cette UGCML est maoïste, quand bien même elle place la rupture dans la politique et non dans la théorie, quand bien même elle affirme que l'on a raison de se révolter, il y a une réserve quand même majeure, elle perpétue l'althussérisme dans sa disqualification du mouvement étudiant, qu'elle accuse même de tomber sous le coup d'un complot social-démocrate. C'est-à-dire que la manipulation des sujets qui est théorisée dans le concept d'idéologie althussérien ressurgit dans la politique elle-même. En gros, on a tort de se révolter, ainsi les premiers maoïstes quand même. Ou plutôt, on a raison, mais seulement sous certaines conditions. En Chine, les étudiants ont raison de se révolter, mais en France, la révolte doit d'abord venir des ouvriers et les étudiants doivent se mettre à leur service. Il y a là un espèce d'imbroglio entre althussérisme et maoïsme qui, à mon sens, est quasiment impossible à démêler. Je vous disais, voilà les chicanes, la bulle, et puis il y a un truc qui sort de la bulle. Est-ce que ça sort? C'est une vraie question. Mais en tout cas, il me semble que les mêmes tendances, et c'est peut-être ça que j'ai essayé de montrer, autonomisation de la théorie, bon, mais qui a l'avantage de détacher la théorie de l'autorité d'une ligne politique, qui reprend la théorie non comme reflet dans la conscience de l'existence, mais comme rapport direct de la pensée à la transformation du monde. Ça, c'est une tendance. Cette même tendance est aussi celle qui engage l'avenir de l'autoritarisme gauchiste. Il y a une sorte de réversibilité, ce qui ouvre la voie à un questionnement des rapports entre la pensée et les pratiques de la révolte, est aussi bien ce qui reconduit une idéologie qui est apte à censurer cette révolte au nom d'une instance représentée par un groupe d'intellectuels. Et du coup, il y a aussi production d'un nouveau mécanisme d'acceptabilité de n'importe quelle autorité. Alors, je ne voudrais pas finir là-dessus, parce que c'est un peu tristounet, et ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire non plus, hein, mais je vais quand même m'arrêter, parce que, bon, vous êtes très patient. Je voudrais dire quand même qu'il me semble qu'il y a une force à l'inclination maoïste, et qu'elle est ailleurs, et qu'elle est réellement dans le fait de dégager pour le marxisme cet espace, pas seulement pour le marxisme, mais pour les pratiques politique. Je veux dire, après tout, est-ce qu'on a besoin d'être marxiste? On n'en sait rien, c'est pas vraiment ma question. Mais de dégager cette question, qu'est-ce que c'est un réel qui pousse à penser? Et comment pouvons-nous être matérialistes de manière conséquente sans toujours seulement penser le matérialisme du côté du projet? Je vous remercie.